Un message de rappel adressé au peuple congolais pour affirmer clairement que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est le président élu, en clarifiant son rôle, ses responsabilités et en appelant à une prise de conscience citoyenne. Peuple congolais. Félix Tshisekedi est notre président. L'État, c'est nous. Sa mission, c'est nous servir. C'est vrai, il l'emporte de décisions me se réfléchit. Le 20 décembre 2023, le peuple congolais a parlé à travers les urnes. Malgré les difficultés, les contestations et les doutes soulevés par certains camps, les résultats sont là. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été réélu président de la République démocratique du Congo avec 73,47% des voix, validées officiellement par la Cour constitutionnelle. Son rôle, servir le peuple. La fonction de président n'est pas un titre honorifique. C'est une mission de service public, une charge constitutionnelle, un engagement envers la nation. Selon la Constitution congolaise, le président est le garant de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire et du bon fonctionnement des institutions. Il est aussi le commandant suprême des forces armées et le chef de la diplomatie congolaise. Pourquoi ce rappel est important? Nous, peuple congolais, nous disons non au dialogue. Brassage, mixage, nous sommes fatigués. Appel à la conscience citoyenne, peuple congolais, que vous ayez voté pour lui ou non, Félix Tshisekedi est le président de tous les Congolais. Et c'est à nous de le soutenir quand il agit pour le bien et de le questionner lorsqu'il s'éloigne de nos attentes. Un peuple qui oublie qu'il est souverain devient esclave de son silence. Joseph Kabila. C'est l'homme du passé, n'hésite pas de donner votre avis, que la force soit avec nous. Abonnez-vous. Moi, je n'ai pas eu le temps de suivre parce qu'on était occupé à ce qui, à nos yeux, est plus important. Mais parce que, après, on a vu les réactions de Congolais. Je pense que les réactions de Congolais qu'on a vues abondamment sur les réseaux sociaux disent tout de ce que le Congolais pense. En réalité, le président Kabila est un homme du passé. Et un homme du passé qui n'a absolument, dans le contexte actuel, rien à proposer pour l'avenir, parce qu'on a vu sa première sortie d'abord dans le Sunday Times en Afrique du Sud, où il a porté son soutien à un mouvement qu'il a lui-même combattu comme président. C'est un ensemble de contradictions qui ressortent, mais bon, nous sommes en démocratie, chacun libre de ses opinions. Nous, pour ce qui nous concerne, nous nous affairons à régler des problèmes qui, malheureusement, il n'a pas pu régler à l'époque. Et le plus important pour nous, comme gouvernement, c'est de nous assurer que chaque jour, nous avançons. Et hier, nous avons adopté un collectif budgétaire qui, malgré l'occupation de principales villes de l'Est, la RDC, n'a pas véritablement impacté sur les budgets parce que nous avons réussi à améliorer. Et dans ces budgets-là, qui sera présenté dans les mois prochains à l'Assemblée nationale, on s'est assuré, par exemple, qu'on a amélioré la solde de nos militaires et nos policiers, qu'on a accordé beaucoup de crédits pour tout ce qui concerne le programme de 145 territoires, parce que pour nous, les plus importants, c'est de répondre aux préoccupations et aux problèmes de Congolais à la base. Willy Kalingai. Monsieur le ministre, c'est vrai que vous avez une réponse à la question qui a été posée, mais je voudrais poser une question un peu plus globalisante. Quand nous suivons la situation actuelle, nous voyons les propos des uns des autres, d'abord les propos des opposants, les propos des évêques, les propos même des rebelles. Tout le monde parle de réconciliation nationale. Je voudrais savoir si au sein du gouvernement ou dans l'entendement du gouvernement, il existerait une limite au-delà de laquelle certains comportements seraient inéligibles à la réconciliation. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens qui réclament la réconciliation mais qui ne pourront pas l'obtenir parce qu'ils auraient franchi une limite? Non, il ne nous appartient pas comme gouvernement d'établir cette limite. Parce que vous rebondissez sur la question du président honoraire, il faut regarder ses gesticulations. Aujourd'hui, on ne pourra peut-être pas faire plus de commentaires parce que l'affaire fait l'objet maintenant d'une enquête au niveau de l'auditorat général. Mais lorsque on veut parler des réconciliations, il faut se regarder dans ce que nous disons, il faut se regarder dans notre attitude. Et lorsqu'on a eu le privilège de diriger ce pays pendant 18 ans,
on a peut-être une plus grande responsabilité que d'autres dans les contextes qui est le nôtre. Mais bon, fort malheureusement, il y a eu une convergence d'éléments au niveau notamment de l'auditorat militaire qui font qu'aujourd'hui, les agissements du président honoraire font de lui de fait l'une des autorités morales de ceux qui font la guerre, le groupe supplétif. Et donc, c'est bien dommage, dans une posture comme la sienne, bénéficiant d'une loi qui fixe un certain nombre de choses en termes de ce qu'il faut faire, en termes de ce qu'il ne faut pas faire, c'est bien dommage parce qu'on aurait pu penser qu'après toutes ces années à diriger la RDC, qu'il pouvait être lui le premier à être le plus disposé pour aller vers la réconciliation et non pas à aller dans ce que nous vivons aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, c'est des contradictions qui arrivent dans la nature humaine et nous n'allons pas nous focaliser dessus. Ceci dit, vous savez, Willy Kalengai, nous avons fait le choix de la démocratie. Il ne faut pas oublier, il faut regarder la nature de la crise que nous avons actuellement. Ce n'est pas une crise de notre démocratie d'abord. C'est une crise parce que nous, on a choisi de ne plus rester dans un contexte où nous bradons nos minerais, où nous faisons de compromis sur ce qui nous appartient, notamment avec le Rwanda, qui pendant de longues années a considéré, à tort, que la partie est de la RDC était les centres où ils devaient puiser leurs richesses. Si par le passé, cela a été toléré, mais dans les cadres de notre gouvernance, nous voulons avoir la plénitude du contrôle de nos minerais. C'est pour ça que nous avons notamment créé DRC Gold Trading pour nous assurer que nous maîtrisons les circuits de la production de l'or. Ce n'est pas seulement ça. Nous voulons avoir la plénitude mais il y a plusieurs initiatives. Vous êtes journaliste économique spécialisé sur les questions minières. On a toute une stratégie qui devait nous permettre de nous réapproprier, de casser tous les circuits frauduleux mis en place et consolidés évidemment avec la complicité de certains responsables à notre niveau depuis de longues années. C'est ça le choix que nous avons fait. Et si parce qu'on a fait le choix d'avoir un contrôle souverain sur nos ressources et qu'un pays voisin estime qu'il doit faire la guerre parce que c'est par la guerre qu'ils continueront de piller, nous avons dit non. La nature de la crise, elle est celle-là. Nous avions eu des élections en 2023 et tout le monde a vu le sacre, pour ne pas dire le plébiscite du président de la République qui a été élu de manière inédite. Mais lorsqu'on va dans une élection où vous avez un parti politique qui avait par exemple décidé de ne pas y participer, s'il faut pas le citer, les PPRD. Ils ont décidé, avec son autorité morale, qu'ils ne participeraient pas aux élections. Bon, c'est surprenant d'entendre, de voir qu'il y a, dans certains extraits que j'ai vus, parler de restaurer la démocratie, mettre fin à la tyrannie. Mais comment vous faites tout ça lorsque les jeux fixés par la Constitution, le jeu électoral, vous n'y avez pas participé? Et donc aujourd'hui, les frustrations politiciennes des uns et des autres veulent recroquer ou prendre appui sur une crise qui est d'abord sécuritaire et pour laquelle nous sommes dans des sphères pour trouver la solution, avec le renfort des uns et des autres. C'est bien difficile de vouloir, là où nous devions tous être unis d'abord, pour nous assurer que l'intégrité territoriale est restaurée, mais les uns et les autres pensent que c'est le meilleur moment pour eux d'amener à la table les arguments politiciens pour leur positionnement parce que les élections n'ont pas fonctionné. Monsieur le ministre, je voudrais vraiment que vous soyez précis sur la question ici. Dans un pays où il y a eu rupture de coalition, là où il y a eu éloignement des alliés, je voudrais vraiment que vous reveniez sur le terme réconciliation. Vous pensez aujourd'hui que les Congolais n'ont pas besoin de se réconcilier, qu'il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de fissure politique dans le pays. Mais regardez, que les hommes politiques n'ont pas besoin de se réconcilier. Non, regardez Willy Kalengai. Et si c'était le cas... Non, il ne faut pas s'y tromper. Ça veut dire que si il y a des gens qui veulent se réconcilier... Pas qui veulent. Non. Le pays a besoin vous d'une parlez, réconciliation. non, attention. Vous parlez des réconciliations, une réconciliation qui viendrait régler quel problème? Si c'est pour régler la frustration des uns des autres, parce que, par exemple, on n'a pas participé aux élections, parce qu'on a fait le choix délibéré de ne pas y participer, ou parce qu'on a perdu aux élections, Willy Kalengai, faites une analyse.
il y avait 25 000 candidats. 22 000 candidats s'est réclamé du camp du président Tshisekedi. Lorsque les résultats arrivent, on voit ce qu'il en est. Vous avez parlé des accords qui ont été défaits, mais je suis désolé. En politique, les accords peuvent se faire et se défaire. Mais quelles ont été les motivations qui ont cassé cet accord? Je ne voudrais pas aller dans les détails, mais moi, je sais que j'ai appartenu à un groupe qui s'appelait le G13 et qui en avait marre, comme beaucoup de Congolais, de voir le querelle qu'il y avait entre les FCC-Cash à l'époque. Malheureusement, ceux qui ne nous avaient pas entendus à l'époque sont ceux qui aujourd'hui demandent le plus la réconciliation. Alors oui, on veut bien qu'il y ait des réconciliations, mais cette réconciliation doit se faire sur des bases. Je vous donne une illustration, sûrement qu'on en parlera. Tout le monde parle de dialogue. Tout le monde parle, il faut qu'on se retrouve. Mais lorsqu'on se retrouve et qu'on veut parvenir à une réconciliation, on doit être en mesure de faire le bon diagnostic. Et lorsqu'il faut faire le bon diagnostic, ça veut dire qu'il faut appeler les mal par les mal. Est-ce que dans ce que, par exemple, le président honoraire a dit, est-ce qu'il a nommé le Rwanda? Le mal, c'est le Rwanda. C'est documenté par tous les rapports du Conseil de sécurité. Si on ne veut pas se fier à nos propres rapports, c'est documenté par tous les rapports de pays occidentaux qui ont pris des sanctions. Alors comment ça se fait que vous ne soyez pas en mesure, vous, de lire ces rapports et de partager, ne fût-ce qu'une opinion en disant que l'un des problèmes alors, lorsqu'on doit nous voir, c'est l'attitude inutilement belliqueuse d'un pays voisin. Alors, ceci démontre qu'il y a une complicité parce qu'on veut parfois, on veut contraindre à cette forme de réconciliation dont vous parlez, par la force ou en s'alliant à nos ennemis. Nous sommes en crise. Il y a une grande partie de notre territoire qui est occupée. Bien sûr. Mais il faut quelque part que nous puissions récupérer, n'est-ce pas, ce pan du pays. On va le faire comment si ce n'est pas par la réconciliation? Écoutez, Monsieur Kibambi, la crise, elle est de quelle nature? Depuis le mois de juillet 2022, nous sommes sur la table des discussions avec le Rwanda. C'est le Rwanda qui nous fait la guerre. La crise, c'est celle-là. Il ne faut pas se tromper. Après, on a nos frustrations. Il n'y a aucun pays où vous irez où vous ne sentirez pas le besoin d'une réconciliation. Quand vous regardez le frustration, par exemple, en France, où une leader a été déclarée inéligible, on pense ceci, on pense cela, mais chaque pays fait face à des situations politiques qui sont celles-là. Les hommes politiques ne sont pas forcément obligés de s'entendre pour ce qui concerne leur ligne politique, mais lorsqu'il s'agit de la menace ou de la survie de ce qui nous unit tous, nous devons être ensemble. Et de ces points de vue, il y a des compatriotes qui n'ont jamais, alors jamais, un seul jour pris le courage de reconnaître d'où venait le mal. Le 15 décembre 2024, j'ai eu les privilèges d'accompagner les présidents de la République à Luanda. C'est le jour où on devait sceller l'accord. Mais qui n'est pas venu? Le président rwandais. L'origine de la crise, c'est de là. Mais ceux qui souffrent, ce sont les Congolais qui souffrent. Oui, mais évidemment, nous le premier. Parce que nous payons peut-être le prix le plus fort. Parce que tous les efforts que nous avons consentis pour commencer à régler les problèmes de Congolais à la base, la gratuité de l'enseignement, la couverture santé universelle, sont aujourd'hui malmenés parce que nous devons donner du crédit pour faire la guerre. Et donc, lorsqu'il n'y a pas un Congolais véritablement congolais, doit d'abord être en mesure de dénoncer ces mâles. Alors où allons-nous? Là où nous allons, écoutez, nous avons des mécanismes à l'international. Aujourd'hui, nous parlons de Doha, où nous discutons avec les supplétifs, qu'on peut considérer comme des enfants égarés. Nous discutons avec eux, avec une branche qui discute avec le Rwanda directement. Je rappelle que les discussions de Doha, avant qu'elles ne commencent entre nos experts en sécurité et la délégation du M23,
a été précédée par la rencontre entre le président Kagame et le président Tshisekedi autour de l'émir du Qatar. Donc vous comprenez de qui ces compatriotes tirent l'essence de leur combat d'un président d'un pays étranger. Convenons-nous bien, on veut régler les problèmes bilatéraux avec le Rwanda, on veut régler les problèmes avec les supplétifs. Ensuite, en interne, vous avez le président de la République qui a dit et qui a donné mandat à son conseil spécial de faire des consultations pour se dire, écoutez, en interne, s'il y a des problèmes des uns des autres, venez, parlez-en. Les consultations, c'est une forme de dialogue. Oui, mais les consultations, Bakaï, je vous passe la parole tout de suite. Les consultations avaient pour objet, pour finalité, de faire un gouvernement, de composer un gouvernement d'union nationale. Hier, j'ai entendu encore des compatriotes dire « à quand ce gouvernement ?» Bon, écoutez, encore que c'est le président de la République qui a demandé ces consultations, le conseil spécial, sûrement qu'il y a déjà fait rapport, mais nous, on n'a jamais, j'ai pas entendu quelque part le conseil spécial du président dire que les consultations étaient totalement finies. Et donc, sûrement qu'il y a au niveau du président de la République des arbitrages qui se font, parce que dans les consultations, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, mais c'est la preuve justement de la disponibilité du président de la République à régler les problèmes, y compris en interne. Alors, certains vont revenir pour parler de l'initiative de prêtres de la SENCO, mais il ne faut pas oublier Willy Kalengai ou Mbal Kaïj, qui a l'article 69 de la Constitution, qui donne au président son rôle d'arbitre qui ne peut pas être subtilisé, passez-moi l'expression entre guillemets, par des prêtres ou des évêques. Simplement parce que nous sommes dans un contexte où le président de la République a de pouvoirs régaliens. Et donc, M. Kalenga et M. Kibambi, tous ceux qui disent qu'ils veulent la réconciliation, entre autres, il y a la main du président de la République à travers les consultations nationales, qui doit couvrir le volet interne, en tout cas pour ceux qui pensent qu'ils peuvent faire la paix ou s'y réconcilier pour que le pays puisse avancer. Oscar Bakaï. Monsieur le ministre, revenons un peu sur les pourparlers de Doha. Il y a un facilitateur désigné par l'Union africaine. De l'autre côté, les pourparlers de Doha se poursuivent. Et on parle aujourd'hui même de l'avant-projet de l'accord entre la RDC et le Rwanda. Quel est l'avenir justement que vous donnez à tous ces pourparlers? Écoutez, il y a un seul objectif de tous ces pourparlers auxquels vous faites allusion, c'est de parvenir à la paix. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de progrès. Parce que autour du président Faure Gnassingbé, vous avez vu tous les co-facilitateurs, vous avez vu aussi il y a quelques semaines à Doha, que ce soit les conseillers principaux du président Trump, le docteur Boulos, que ce soit le ministre Koulaïchi du Qatar, que ce soit le ministre togolais des Affaires étrangères, et les délégations congolaises et rwandaises. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, sur base du travail qui a été fait à Luanda, une convergence de tous ceux qui pensent, de tous ceux qui ont un rôle à jouer dans la concrétisation de la résolution 2773 pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Et vous avez vu aussi, aux États-Unis, il y a eu la déclaration avec les 6 principes qui constituent aujourd'hui les piliers des 7 accords à venir. Et donc, il faut considérer que la diplomatie prend le temps, que la question, elle est complexe parce qu'elle est liée à un des pays le plus important au monde, parce qu'on n'a pas encore d'ailleurs abordé les volets économiques de tous ces sujets, mais aujourd'hui, il faut considérer que la stratégie diplomatique du président Tshisekedi va nous conduire vers des résultats, cette fois-ci que nous espérons définitifs, y compris pour permettre la restauration de la paix dans l'Est, qui sera le point de départ des différents échanges économiques au niveau de la région. Willy Kalengai. Monsieur le ministre, le prix à payer pour la paix semble être très énorme. Il est énorme parce que nous avons sur la table un accord avec les Américains, un accord qui porte sur la gestion des minéraux. C'est vrai que ça sera en réalité, nous aurons en fait invité des gendarmes pour nous protéger. Alors la question, la première partie de ma question, avez-vous l'impression que
dans cet accord de paix, les prix à payer, c'est quand même un partage de souveraineté. Ça se ressent. Les Congolais commencent à comprendre que ce pays, d'une certaine manière, et ont le courage de le dire, nous appartient, mais pas seulement à nous-mêmes, qui auraient des forces avec lesquelles nous partageons ce pays. C'est quelque chose qui s'est dit de plus en plus. Peut-être que nous n'avons pas le courage de le reconnaître. Mais alors, Willy Kalenga, il faut faire attention à la compréhension de votre question. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est dans son rôle un pays grand, un pays immensément béni, qui a les solutions du monde sur son sol. Mais les solutions du monde qui doivent partir de la RDC pour les autres pays du monde ne doivent pas y aller aux dépens des populations congolaises. Ça, c'est un fait. Je ne voudrais pas rappeler tous les massacres qui ont été commis par Léopold II pour l'exploitation de notre caoutchouc, lorsque le monde connaissait sa révolution industrielle et qu'on avait besoin des pneus, donc des LVA. Je ne voudrais pas parler de l'uranium qui a servi à la construction de bombes atomiques, ou encore de coltan qu'on utilise pour nos téléphones, moins encore du cobalt ou du lithium, ou encore de la forêt qui est la nôtre. Aujourd'hui, il faut considérer que nous sommes dans un contexte de pays-solution où, avec le président Tshisekedi, nous ne voulons plus de compromission sur ce qui nous appartient. Nous ne voulons plus des bradages. On parlait des ressources minières. Je me permets une toute petite parenthèse. On avait parlé de l'accord du siècle, souvenez-vous, il y a quelques années, avec les Chinois. Mais lorsque le président de la République a dit que cet accord a été négocié aux dépens des intérêts des Congolais, certains disaient qu'il ne devait pas s'hasarder parce que c'était des intérêts des Chinois, etc. Mais vous avez vu sa détermination, c'est que ça nous a permis de nous rapporter et Kinshasa bénéficie des rocades aujourd'hui. Ça veut dire que nous, dès lors qu'on a tracé une ligne où nous ne voulons pas de bradage, nous ne voulons pas de compromission, c'est la ligne rouge. La souveraineté sur nos matières premières, oui, mais ceux qui doivent l'exploiter, parce que nous ne sommes pas les principaux consommateurs de ce que nous avons dans le sous-sol, doivent se faire dans les règles et pas aux dépens de Congolais. Parce que, pour vous parler du prix à payer, tous les milliers de Congolais qui sont morts récemment à Goma et tous ceux qui sont morts avant dans les aventures rwandaises étalées sur presque 30 ans, vous avez tous les souvenirs des millions de Congolais qui sont morts. Ça doit s'arrêter. Et ce qui se prépare aujourd'hui, justement, quand vous dites comme des garants ou non, aujourd'hui, nous sommes dans un échange. Mais un échange qui ne se fera pas aux dépens des Congolais. Et ça, c'est une ligne rouge. Et puis, Willy Kalenga, n'oubliez pas que dans cette région-là, on a vécu dans la paix. Monsieur Kibombe à ma gauche peut se souvenir bien plus que moi d'ailleurs de ce que était la CEPGL. Mais de la CEPGL, qui paie le plus? Ce n'était pas les Zaïre de l'époque. La CEPGL a donné comme héritage Sinelac aujourd'hui ou BDGL, qui sont des structures, des entreprises, de projets intégrateurs qui nous relient avec les pays qui seront éternellement à côté de nous. Et donc, nous avons un rôle stratégique et dans le cas de ce rôle stratégique, au regard des difficultés que nous avons sur les terrains du fait des gesticulations rwandaises, nous voulons aller avec eux à une solution et parce qu'il y a une opportunité économique qui se présente avec ceux qui sont intéressés, notamment les Américains. N'oubliez pas que l'un des fleurons de l'industrie des technologies américaines, Apple, est mis en demeure à cause justement de ce qui se passe dans l'Est de la RDC, sûrement bientôt un procès. Et donc il y a tous ces éléments qui doivent rentrer en compte et il est important que les Congolais sachent que autant on ne bradera pas un seul centimètre de notre sol, autant on ne prendra pas un gramme de nos ressources dans tout ce qui s'est fait. Monsieur le ministre, il y a quand même